Nous étions un certain nombre de parlementaires représentant 9 pays et nous voulions entendre Mark Zuckerberg sur ce scandale Facebook Cambridge Analytica qui a révélé il y a quelques mois de cela, souvenez-vous, que des données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, mais pas seulement, de personnes dont les données avaient été captées indirectement, eh bien, avait été fournie à une société qui s'appelle Cambridge Analytica, qui est spécialisée dans le traitement de données et qui aide aussi à l'organisation de campagnes politiques. Donc cet immense scandale justifiait que, d'une part, le Congrès aux États-Unis, mais aussi le Parlement européen, exige l'audition de Mark Zuckerberg. Mais, compte tenu des auditions, des résultats de ces auditions, pas assez approfondie et peu satisfaisante. En réalité, vu la faiblesse des réponses apportées par Mark Zuckerberg qui botte en touche sur ce sujet, il est normal que les parlements nationaux s'emparent de ce sujet. Nous représentons les habitants des différents pays et c'est cela que nous voulions faire hier, c'est l'auditionner. Je refuse toujours toute convocation. L'auditionner surtout au lendemain d'une nouvelle enquête qui a été révélée par le New York Times le 14 novembre dernier, donc la semaine dernière, qui a démontré que Mark Zuckerberg et les patrons de Facebook étaient bien au courant avant 2016, dès 2014, qu'il y avait des problèmes sur le réseau et que les Russes intervenaient de façon assez massive, peut-être dans la perspective de déstabiliser les élections. En tout cas, il y a un vrai sujet et nous voulions qu'ils nous rendent des comptes. Oui. Mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'est pas venu, il ne voulait pas venir. Dalal, oui. Voilà. Le vice-président en charge des relations publiques pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Richard Allen, était là. Il est venu de son propre chef, en réalité, de sa propre initiative. Il est tout de même à souligner que c'est un ancien parlementaire britannique. Je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Et les réponses qu'il nous a données nous ont paru peu satisfaisantes face à l'immense scandale qu'est cette affaire. Pourquoi est-ce important que le Sénat français fasse partie de cette coalition? Parce que le Sénat français est le grand défenseur des libertés. Il ne vous a pas échappé que dans la récente législation, notamment s'agissant des fausses nouvelles, autrement appelées fake news, nous avons rejeté le texte français. Pourquoi nous l'avons rejeté? Parce que les réponses ne sont absolument pas à la mesure de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, la réunion de ce comité international hier avec des pays du monde entier le prouvait bien. Et ensemble, nous avons dit que c'est un niveau supranational qu'il faut trouver des solutions. C'est ce sur quoi nous nous sommes engagés à travailler. Au regard de cela, la législation franco-française semble assez fruste et ne résoudra rien en réalité. On voit bien que le phénomène est d'ampleur mondiale. Rappelé, le Sénat a rejeté 2 fois cette proposition de loi du gouvernement pour lutter contre les fake news. Et on voit bien qu'il préoccupe désormais aujourd'hui tous les pays parce qu'il y a des dérives finalement avérées de pratiques antidémocratiques à travers la manipulation des réseaux. Et les plateformes ont finalement comment dirais-je, un rôle à jouer dans tout cela. Je rappelle que le régime des plateformes au niveau européen, c'est l'irresponsabilité totale. C'est la directive e-commerce, votée donc en 2000, et que, de par cette directive, les plateformes n'ont absolument aucun statut et responsabilité. Or, il est bien prouvé dans l'affaire Facebook Cambridge Analytica qu'il y a eu une responsabilité de Facebook. Les utilisateurs de Facebook, en tout cas, c'est 87 millions de personnes dont les données ont été aspirées et données pour être utilisées dans le cadre de campagnes électorales. Et je ne parle même pas des comptes, des faux comptes de personnes qui n'adhèrent pas à Facebook, mais qui ont vu aussi leurs données quelque part stockées et transférées. Eh bien, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de non-maîtrise des plateformes, de tous ces sujets, en tout cas de non-responsabilisation. Donc nous proposons au Sénat de réouvrir cette directive e-commerce de 2000. C'est le sens de la proposition de résolution que j'ai déposée il y a quelques semaines pour dire c'est à travers ce biais qu'on résoudra aussi la question de la manipulation de l'information sur les réseaux, en responsabilisant les plateformes. Cette proposition de résolution, elle a été votée à l'unanimité hier par la Commission des affaires économiques, vous voyez, par un heureux hasard au moment où j'étais à Londres. Elle a été également votée à l'unanimité par la Commission des affaires européennes il y a quelques jours de cela. Elle devient donc proposition de résolution du Sénat et donc du gouvernement français, sur lequel je compte beaucoup pour faire avancer cette cause à Bruxelles. C'est bien ce que nous nous sommes dit hier. C'est à minima un niveau européen, et d'ailleurs votre reportage le prouve, la personne qui est interrogée le dit.
voir à un niveau international qu'il faut régler ces questions. Parce qu'on a quand même le sentiment que c'est difficile de s'attaquer à Facebook. On rappelait, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Mark Zuckerberg qui refuse par 2 fois de se rendre aux auditions, aux convocations des parlementaires britanniques et canadiens. Vous avez toujours espoir, notamment qu'il vienne en France. Il est en défaut. Et d'ailleurs, Richard Allen a quand même confié hier, il a quand même admis qu'il y avait eu des manquements suffisamment graves pour qu'il y ait une perte de confiance des utilisateurs de Facebook. Mais ce qui est grave ici, c'est que c'est une atteinte à la démocratie, au principe démocratique, quand il y a manipulation de l'information, quand le réseau contribue à faire que se diffusent des tas de fausses informations, quand il laisse finalement indirectement faire des puissances étrangères qui, par le biais de captation des données, vont pouvoir influencer les opinions. Il y a un vrai sujet éthique, et c'est ce que nous avons dit hier. Quelle est en réalité l'éthique du traitement des données? C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et ces plateformes, elles sont gérées par des algorithmes qui sont opaques, complètement opaques, dont on ne peut pas connaître la recette et qui n'ont pour seul but également de générer du clic et de la recette publicitaire. Facebook, c'est tout sauf un milieu philanthropique. Ce sont des hommes d'affaires qui cherchent à gagner de l'argent. Et donc, il y a aussi le fait que c'est parce que on fait des recherches sur les données pour essayer de cibler davantage de consommateurs, pour gagner de l'argent, qu'il y a cette problématique. C'est le modèle de l'Internet, comme je l'ai dit hier. J'ai demandé à Richard Allen, est-ce qu'il est prêt à ce que sa plateforme, son entreprise, Facebook, réfléchisse à un nouveau modèle de l'Internet qui serait beaucoup plus vertueux Quelle a été sa réponse actuel. Il a botté en touche, bien entendu. Il a botté en touche. Dans le même temps, Catherine Morin-Desailly, puisqu'on apprend que Facebook a déjoué notamment une campagne de propagande en français avec des comptes Facebook et Instagram qui ont été fermés. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être un paradoxe sur ces différentes affaires? Mais il y a un paradoxe... Oui et non, il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a des vrais comptes avec des données que nous mettons quand nous avons un compte sur Facebook, qui parfois sont réutilisés à notre insu, ça a été prouvé, mais il y a aussi ce qu'on appelle des shadow profiles, c'est-à-dire des profils qui ne correspondent pas directement à des internautes et des personnes vivantes en réalité. Et tout ce trafic de données a généré bien sûr cette exigence de retirer aussi certains comptes. Il y a quand même une régulation donc, de Facebook en interne. Il y a une régulation, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit à Richard Allen hier, il s'est vanté d'une nouvelle coopération. Tant mieux, c'était un minimum tout de même, cette tentative d'autorégulation. Mais on sait bien qu'elle est arrivée contrainte et forcée. Ce sont les scandales qui d'abord ont fait diviser aussi en bourse Facebook, perdre un certain nombre d'actionnaires, parce qu'il y a une perte de confiance dans le système. Donc c'est sous cette pression-là aussi que l'entreprise réagit et qui cherche la main sur le cœur à dire « Ah bah oui, il y a eu un problème, on le reconnaît, mais on va faire mieux, on va essayer de collaborer, etc. » C'est sous la pression que ça se fait. Ça n'a rien à voir avec une régulation, une suprarégulation dont on a aujourd'hui besoin pour se prémunir de toutes ces dérives qui, encore une fois, se révèlent extrêmement périlleuses. Et d'ailleurs, pourquoi l'ensemble des États aujourd'hui réagissent? Pourquoi il y avait à la fois les Argentins, les Brésiliens, les Canadiens, les Lettoniens hier, et je ne cite pas tous les pays présents, c'est bien que le problème est d'origine, et comment dirais-je, est au niveau mondial, et que tous les pays sont aujourd'hui touchés. Ouais. Dernière question, Catherine Morin-Desailly. Verra-t-on un jour Mark Zuckerberg auditionné par le Sénat français? Je l'espère bien. Et d'ailleurs, si j'ai rejoint aussi cette réflexion interparlementaire de plusieurs pays, c'est bien pour qu'ensemble on puisse faire pression pour qu'ils répondent aux différents parlements nationaux. C'est quelque chose que bien sûr ici nous avions envisagé dans un temps à venir pour continuer à travailler sur cette question des fausses nouvelles, et surtout qu'au lendemain des nouvelles révélations, encore une fois faites par le New York Times le 14 novembre dernier, il y avait vraiment matière à confirmer notre souhait de travailler davantage sur le sujet.